Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Je suis en compagnie de Patrick Préville, il est directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec. Bonjour Patrick. Bonjour Isabelle. Merci beaucoup d'être venu nous voir en studio. On va parler de la vie en coop d'habitation et surtout parce que je trouve ça vraiment intéressant de le présenter comme une alternative à la crise du logement. On sait qu'il y a une crise du logement. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de ministres qui font semblant qu'il y en a une. On n'en nie plus. Déjà une bonne affaire de fête, n'est-ce pas? C'est assez fascinant quand même de voir ça, que ça a été long avant qu'on se rende compte. Vous le saviez? On le savait depuis longtemps. Effectivement, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant, mais bon, on joue sur les mots aussi. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une crise? Une crise, un début, un milieu, une fin? On dirait que cette crise-là, elle est sans fin. Donc, probablement que c'est un problème plus structurel. Donc là, ça prend des solutions de fond. Donc, voilà. Nous, on milite pour ça. Vous, justement, vous êtes impliqué avec les coops d'habitation depuis très longtemps. Parlez-nous du modèle. Bien expliquer aux gens ce que c'est, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le principe de la coop d'habitation. Oui, c'est très mal connu, en fait. Donc, une coopérative d'habitation, c'est un mode de propriété collectif. Donc, dans le fond, par cette propriété collective, qui est une entité juridique, là, dans le fond, elle s'autosuffit elle-même. Donc, la coop, l'immeuble appartient à la coopérative. Elle est autogérée par ses membres qui sont locataires. Donc, au travers d'une vie associative, là, dans le fond, ils vont s'organiser, vont élire un conseil d'administration, vont déléguer les pouvoirs, les responsabilités de la gestion administrative, financière, immobilière. Puis, c'est comme ça que, dans le fond, la collectivité, le milieu de vie coopératif va prendre forme. Est-ce que les locataires sont donc propriétaires? Est-ce qu'il y a des locataires propriétaires puis des locataires non propriétaires dans une coop? Comment ça marche? Parce que vous dites propriété de la coop, mais qui fait partie de cette coop? Comme il y a les membres fondateurs, exact. Puis après, il y a une espèce de roulement. Oui, c'est ça. En fait, donc la coopérative appartient l'immeuble appartient à la coopérative, mais les membres, eux, sont locataires. Donc, ils vont jouer le rôle, par contre, du propriétaire, donc au travers des responsabilités. Donc, ils vont se déléguer des tâches au travers des différents comités entretien, finances, etc. Même des fois, relation avec la communauté, parce que la coopérative, elle appartient à la communauté, puis elle s'enrichit de la communauté. Donc, la coopérative appartient à ses membres. Et les membres, c'est qui? C'est des locataires, pas des locataires qui cherchent un logement pas cher, mais vraiment des locataires qui vont s'engager. Parce que là, la clé de la réussite pour une coopérative, c'est l'engagement de ses membres. C'est ça. Puis normalement, comment ça marche pour en créer une coop? J'entendais dire, il y a une certaine époque, on cherchait des gens qui avaient chacune une tâche ou un rôle bien défini. Est-ce que c'est encore comme ça? C'est-à-dire, ça prend un certain... Tu sais, ça te prend un plombier, ça te prend un avocat gérer tes affaires juridiques, ça te prend un gars qui fait... qui gosse du bois, qui fait des terrasses, un autre qui... Tu sais, des gens manuels, puis des gens plus gestion administrative. C'est un peu comme avoir une maison. Donc, ça prend des compétences de base ou, à tout le moins, une curiosité pour apprendre. Donc, le nerf de la guerre d'une coopérative, là, c'est la formation. Donc, apprendre toujours, ça va permettre à la coopérative, au travers de ses membres, de grandir, puis de s'émanciper aussi. Donc, on n'a pas besoin de chercher un électricien, un plombier, etc. Donc, pour avoir une coopérative en santé, on a besoin de bien s'entourer, de gens curieux, de gens intelligents, compétents. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la coopérative ne cherche pas des locataires qui cherchent un logement pas cher, mais vraiment des membres engagés. C'est pas le principe du HLM du tout, là. Du tout. C'est vraiment autre chose. Exact. Ça donne beaucoup de pouvoir d'ailleurs aux locataires. C'est comme une façon de se réapproprier un pouvoir qui en ce moment semble échapper d'ailleurs aux mains des locataires. Vous parliez de logement abordable. Pourquoi la coop d'habitation est une alternative à la crise actuelle? Nous, on le voit comme un projet de société. Vous savez, quand on a créé les premières coopératives d'habitation au tournant des années 1941, donc sous l'initiative de l'Église catholique, c'était justement pour donner un peu comme un souffle aux travailleurs puis dire, voilà, un outil d'accès à la propriété. Alors, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils organisaient des coopératives au travers de différentes corvées et construisaient des maisons collectivement, de façon bénévole. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a 10 000 maisons au travers des 30 années que durait cette programmation-là, asbestos. Donc, 10 000 maisons qui ont été créées au travers de 200 coopératives. Donc, nous, on pense que les coopératives, aujourd'hui, peuvent jouer le même rôle d'émancipation de la collectivité en donnant un toit vraiment pas cher, parce que la coopérative, elle, ne se vendra jamais. Non, c'est ça. C'est prévu dans la loi sur les coopératives. Donc, comme elle se vendra jamais, donc elle va toujours être elle va toujours avoir un prix plus compétitif que le marché privé. En même temps, il faut l'entretenir, il faut en prendre soin. Elle est quand même aujourd'hui confrontée
aux augmentations d'à peu près tout. Ben il y a une inflation aussi qui touche les coops. Est-ce que c'est un peu la même chose, les mêmes problèmes que dans les condos où les gens se disent, ben là, fonds de prévoyance, oui, mais ça me tente pas de mettre tant d'argent que ça. Est-ce que il y a des enjeux aussi comme ça que vous vivez? C'est sûr que les coopératives, là, pour être en santé, là, doivent veiller à ce que, dans le fond, le revenu tiré des loyers soit suffisant pour faire face aux défis de demain. Puis là, ben effectivement, il faut remplir les réserves. Donc, on appelle ça donc pas des fonds de prévoyance. Du côté des coops, c'est des réserves. Ouais. Réserves hypothécaires, réserves immobilières, réserves mobilières. Donc, on est vraiment dans cet esprit-là pour entretenir la coop, s'assurer qu'elle va résister à l'épreuve du temps. Il y en a combien de coops d'habitation au Québec? Au Québec, il y a autour de 1300 coops pour 30 000 logements. Et donc, vous estimez qu'on pourrait en faire combien d'autres dans un avenir rapproché pour venir un peu donner de l'air à tous ceux qui se cherchent un logement? C'est une bonne question. Moi, je pense que déjà, les coopératives d'habitation aujourd'hui, si on leur donnait un peu d'air, si on les considérait comme des entreprises d'économie sociale, ce qui n'est pas le cas tout à fait aujourd'hui, elles pourraient engendrer des bébés coop. OK? Puis donc, donner un nouveau souffle donc, au mouvement d'habitation coopérative. Qu'est-ce que ça ferait, ça, qu'on les considère comme des entreprises d'économie sociale? C'est qu'on lèverait, dans le fond, l'espèce de cloche de verre qu'il y a par-dessus les coops actuellement. Puis on leur permettrait de se développer, même pendant le temps qu'elles sont en convention d'exploitation, c'est-à-dire pendant qu'elles sont en train de payer leur hypothèque, qui ont une garantie avec la Société d'habitation du Québec. Mm-hmm. Parce que c'est quand même compliqué. Là. C'est pas simple. Ça prend du monde, ça prend des gens vaillants parce que ça peut être très, très long aussi. Il y a une question de... On dirait que c'est tout le temps ça. Dès qu'on parle de quelque chose au Québec, éventuellement, on arrive avec... Il y a l'épreuve du temps. Là. C'est comme combien de temps ça prend pour aboutir. J'ai entendu des histoires de coop qui ont pu prendre parfois 10 ans avant que ça s'ouvre, que ça parte, puis que ça devienne réalité. On n'a pas 10 ans devant nous pour régler ça. Fait que du côté de votre association, de votre fédération, c'est pareil. J'imagine vous pressez un peu pour que ça soit plus facile et plus rapide. Absolument. Puis c'est sûr que la fédération veut faire sa part. Donc, on est en train d'examiner différentes options pour même créer une locomotive coopérative qui pourra, à l'instar de différents groupes au BNL, là, dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs mois, donc à l'instar de ces groupes-là, donc pouvoir donner un nouveau souffle au mouvement d'habitation coopérative en accélérant le développement. Là. Donc, ça peut se faire par de l'acquisition d'immeubles actuels. Ça peut se faire aussi par du développement, de la levée de terre d'immeubles. Oui, puis ça, les villes peuvent intervenir. Absolument. Les villes ont un rôle à jouer. Oui. Elles trouvent qu'on leur en met trop dans leur cour, puis bon, ça, on pourrait débattre de ça, mais les villes peuvent quand même aider. La société, vous parlez de la SCHL, la Société canadienne d'hypothèque et de logement aussi. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose en ce moment qui bouge, où il y a de la bonne volonté, où on est prêt à donner, par exemple, des prêts plus intéressants, enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, là. Absolument. Du côté de la SCHL, même sous l'impulsion du gouvernement fédéral, ils ont développé un nouveau programme de développement des nouvelles coops. C'est un programme là, qui prévoit 1,5 milliard de dollars pour juste des coops, là. Donc, pas des OBNL et tout ça, là, juste des coops. Là, ça, c'est 3000 logements là, qui sont visés à grandeur du Canada. Donc, nous, on pense que c'est la voie d'avenir. Il faut vraiment viser à développer des programmes spécifiques pour les coops d'habitation qui ont leur particularité par rapport à d'autres tenures là, de logement. Donc, 3000 au Canada, il y en aurait combien au Québec? Probablement, c'est au prorata, là, donc quelques centaines, là, assurément. 500-600, mettons, au moins, là, mettons 20 quelques pourcents selon notre poids démographique qui baisse chaque jour, mais bon, c'est une autre affaire, mais bon, on est rendu à 600. Going down, comme ils disent, mais bon. Quelqu'un qui nous écoute, qui dit, bonne idée, ça, tu sais, moi, j'aimerais peut-être bénéficier de ce programme-là. Comment on s'y prend, Patrick Préville? Là, on communique avec la Fédération, puis on va pouvoir vous guider. Déjà, on a des ateliers de formation sur, c'est quoi une coop? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Est-ce que c'est fait pour moi? Puis déjà, ça peut être déjà une entrée en matière. Ouais. Puis ensuite de ça, on peut envisager probablement la création de sa propre coopérative. Là. Donc, se créer un groupe de fondateurs de coop, puis on va pouvoir vous accompagner. Donc là, on se trouve des amis, puis là, on se trouve quoi? Il faut qu'on trouve un bloc ou est-ce qu'il y a des spécificités? Là, c'est sûr que les étapes sont les mêmes que pour n'importe quel développeur. Il faut se trouver donc un terrain. On peut faire construire, là, c'est ça? On n'est pas obligé d'acheter du bâti, on peut faire construire. Exactement. Est-ce que c'est mieux? C'est-à-dire que la difficulté quand on achète du bâti, c'est que il y a des gens qui habitent dedans. Puis donc, il faut. Ah oui, on ne peut pas exproprier personne. Non, exactement, non. C'est on ça. On ne peut pas rénover ce jeu-là. Non, mon Dieu, imaginez ça. Ça ne serait pas bien vu. C'est mieux de construire
construire. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour la formule coopérative, donc il faut à tout le moins que les gens qui vivent là où, disons, s'il y avait une acquisition, ben qui partagent les valeurs coopératives. Donc c'est ça, parce qu'on n'a pas parlé des valeurs, mais c'est beaucoup. Ben vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est pas des gens qui se cherchent un loyer pas cher, c'est vraiment une vie en communauté. C'est un modèle participatif qui est d'ailleurs plus éclaté, parce qu'on parle des coops d'habitation, mais il y a des coops de travailleurs, il y a des coops alimentaires maintenant où les gens se regroupent et réussissent à avoir finalement un meilleur rapport qualité-prix, parce que le fait d'être ensemble, ça vaut quelque chose. Là. C'est une force vive. Là. Pourquoi on pousse pas plus ça, Patrick? Ben, c'est une bonne question. En fait, c'est comme un mouvement économique un peu parallèle. Là. Mais pourtant, les coopératives au Québec, il y en a à peu près 3000 des coops là, de tout genre, là, de financières, mutuelles, donc agricoles, etc. Agricoles, vous avez raison, donc, et d'habitation, qui forment à peu près la moitié des coops du Québec. C'est un peu une formule méconnue. C'est parce qu'on pense que c'est grano, puis ça date des années, vous disiez 41, mais bon, on a l'impression que c'est dans les années 60. C'est sûr que je pense qu'il y a des préjugés. C'est des profs de cégep, surtout qui habitent là. Ouais, bon. Ça a changé. Ça a beaucoup changé. Oui, exactement. Puis le mouvement coop est riche, là, de ses membres. Il y a plus de 8 millions de membres, donc qui sont des entreprises, des individus, donc au Québec. Donc des fois même on est membre d'une coop puis on le sait même pas. Donc votre enjeu principal pour vous pour les prochains mois, ça serait quoi? Notre enjeu, c'est vraiment d'une reconnaissance là, donc de notre modèle d'habitation comme un levier efficace pour faire face à la crise du logement. On a besoin absolument du soutien de l'État. Avez-vous des discussions avec la ministre de l'Habitation? Absolument. Elle est ouverte à ça? Oui, exactement. Donc, on a une ministre qui est beaucoup tournée vers l'innovation, des initiatives donc qui sortent un peu de la boîte, puis on a envie de lui proposer des solutions comme celle-là. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Il y a un événement en terminant peut-être le 29-30 mai. Ça va être au Palais des Congrès de Montréal, auquel justement votre Fédération de l'habitation coopérative participe. Puis c'est sur les perspectives internationales sur le logement social et communautaire dont les coops font partie. Vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre d'événement? Une grande réflexion collective sur le financement. On observe un peu différents modèles qui sortent vraiment de notre zone de confort là, ailleurs dans le monde. On est plus avancé ailleurs. Beaucoup plus. On est allé donc l'automne dernier à Copenhague, à Paris. On est allé voir aussi à Vienne. Donc des groupes, les têtes de réseau là, du logement communautaire au Québec. Puis ce qu'on a vu là, c'est vraiment particulier. Puis on les reçoit au Québec pour faire entendre cette bonne nouvelle-là. Donc, il y a d'autres avenues possibles que simplement les subventions. Donc, il faut être innovant, il faut être créatif, puis on compte l'être tout le monde ensemble. C'est un effort collectif. Merci beaucoup, Patrick Préville, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Québec.